Je suis arrivé chez mes parents avec un gâteau au chocolat fait maison que j'avais passé 3 heures à préparer pour l'anniversaire de ma mère. Au moment où je suis entré, mon père, Gérald, a levé les yeux de son fauteuil inclinable et a immédiatement dit « Ne fais pas de drame. Laisse-le là et va-t'en ». Avant que je puisse répondre, ma mère, Linda, m'a pris le gâteau des mains, a ri d'un air moqueur et l'a posé directement sur le sol de la cuisine pour leur Golden Retriever, Murphy. Au moins, lui, il l'appréciera, a-t-elle dit avec une satisfaction cruelle. Je suis resté figé, regardant Murphy renifler mon cadeau d'anniversaire si soigneusement préparé. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet, les mains si crispées sur le volant que mes jointures sont devenues blanches. L'humiliation me brûlait la poitrine comme de l'acide. 3 heures que j'avais passées dans ma cuisine à mesurer les ingrédients, à tester le glaçage, à m'assurer que les couches étaient parfaitement égales. J'avais imaginé le visage de ma mère s'illuminer en le voyant, peut-être même recevoir un vrai câlin pour la première fois depuis des mois. Au lieu de cela, j'ai vu mon cadeau d'anniversaire devenir de la nourriture pour chien. Quand je suis arrivé à mon appartement, ma petite amie, Sarah, était déjà rentrée de son service à la clinique médicale. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a tout de suite su que quelque chose de terrible s'était produit. Je me suis effondré sur notre canapé en cuir usé et je lui ai tout raconté. Comment mon père avait à peine levé les yeux de son match de football. Comment ma mère avait arraché le gâteau comme s'il était contaminé. Comment ils avaient tous les deux agi comme si ma présence était une interruption inopportune. Sarah s'est assise à côté de moi, la main sur mon épaule. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tony, je dois te parler de quelque chose qui s'est passé à l'épicerie la semaine dernière. » Elle achetait des légumes au rayon fruits et légumes quand elle a surpris ma cousine Beth en train de parler forte à une autre femme près des bananes. Beth racontait à quel point j'étais irresponsable, comment je n'aidais jamais ma famille, comment j'avais 32 ans et vivais encore avec ma petite amie parce que je ne pouvais pas me payer mon propre logement. L'autre femme posait des questions et Beth continuait à expliquer en détail quelle déception j'étais pour mes parents. Je voulais dire quelque chose, a poursuivi Sarah, sa voix se faisant plus basse. Je voulais lui parler de tout l'argent que tu leur envoies chaque mois, du fait que tu as couvert leurs factures des urgences l'année dernière, de la nouvelle machine à laver que tu leur as achetée, mais je ne voulais pas causer de problème dans ta famille. La pièce a commencé à tourner autour de moi. J'ai titubé jusqu'à mon bureau et j'ai sorti mon ordinateur portable, ouvrant mes services bancaires en ligne. C'était là, mois après mois, depuis 3 ans. $800 transférés sur le compte de mes parents le 15 de chaque mois, comme une horloge, parfois plus quand ils appelaient pour des urgences. J'ai fait défiler l'historique des transactions, l'estomac se nouant un peu plus à chaque entrée. Septembre, $800 de paiement régulier plus $500 quand maman a appelé en pleurant parce qu'ils étaient en retard sur leur prêt immobilier. Août, $800 de paiement régulier plus $300 quand papa a dit que leur climatisation était en panne. Juillet, $800 de paiement régulier plus $700 quand ils avaient besoin d'aide pour les impôts fonciers. En 3 ans, je leur avais donné près de $30 000. J'ai cliqué sur notre compte d'épargne joint, celui que j'avais ouvert spécifiquement pour les aider en cas d'urgence. Mes parents avaient fait des retraits réguliers, mais pas pour des urgences. $200 au restaurant italien Romano's. $400 chez Ashley Furniture. $150 au Paradis des Spas, $300 chez Best Buy. Ils vivaient de mon argent et racontaient ensuite à ma famille élargie que j'étais un tir au flanc qui n'aidait jamais personne. Sarah s'est penchée par-dessus mon épaule, regardant l'écran. « Tony, c'est de la folie. Tu les as soutenus complètement et ils racontent à tout le monde que tu es irresponsable. » Le pire, c'était de me souvenir de toutes les réunions de famille où des parents faisaient des commentaires. « Tony, tu devrais vraiment aider davantage tes parents. » Quand j'avais ton âge, je m'assurais que ma famille était prise en charge. Tes parents ont tant sacrifié pour vous élever, les enfants. Et à travers chacune de ces conversations, ma mère et mon père hochaient tristement la tête, ressemblant à des saints martyrs souffrant à cause d'un fils ingrat. J'ai repensé à la fête de départ à la retraite de mon oncle Kevin il y a 6 mois. Plusieurs parents m'avaient pris à part pour me faire la leçon sur la responsabilité familiale. Ma tante Margaret avait même dit, « Tes parents vieillissent, Tony. Ils ont besoin de savoir que leurs enfants se soucient d'eux. » Tout cela pendant que mon père portait une Rolex toute neuve et que ma mère avait un sac à main de créateur que j'avais indirectement payé. L'abus financier était déjà assez grave, mais la destruction de ma réputation était dévastatrice.
Ils avaient systématiquement détruit ma réputation auprès de toute notre famille élargie tout en prenant mon argent chaque mois. Ils avaient créé un récit où ils étaient les parents souffrants et abandonnés et j'étais le fils égoïste qui ne se souciait que de lui-même. Sarah a ouvert leur profil Facebook sur son téléphone. Les publications récentes de ma mère la montraient dans des restaurants chers, se faisant faire des manucures professionnelles, exhibant de nouveaux bijoux. Mon père avait posté des photos d'un week-end dans la Napa Valley le mois dernier. Les commentaires étaient remplis de membres de la famille les félicitant de se faire plaisir et de profiter de leurs années dorées. Des années dorées entièrement financées par le dur labeur de leur fils, pendant qu'ils le dépeignaient comme un bon à rien. Depuis combien de temps ça dure, a demandé Sarah. J'ai calculé en remontant au début des paiements mensuels. 3 ans. Depuis que papa avait eu ce léger problème cardiaque et que maman m'avait appelé en sanglotant à propos des factures médicales, sauf que maintenant je réalisais qu'il n'y avait probablement jamais eu de factures médicales écrasantes. Son assurance couvrait tout sauf une petite quote-part. Ils avaient utilisé son problème de santé pour me manipuler afin d'établir un schéma de soutien financier régulier, puis avaient construit leur style de vie autour de ce revenu tout en détruisant ma réputation auprès de quiconque voulait bien les écouter. Le plus cruel était de comprendre à quel point tout cela était calculé. Ils ne se contentaient pas de mal me traiter tout en prenant mon argent. Ils créaient délibérément un faux récit sur ma personne pour justifier leur traitement à mon égard. Si tout le monde croyait que j'étais égoïste et irresponsable, alors leur froideur envers moi semblait raisonnable. Ils avaient manigancé une situation où ils pouvaient m'abuser financièrement et émotionnellement tout en se faisant passer pour les victimes. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fixé le mur. 3 ans de ma vie. 3 ans à faire des heures supplémentaires pour m'assurer que je pouvais leur envoyer de l'argent. 3 ans à décliner des activités sociales parce que je devais budgétiser pour leur soutien. 3 ans à croire que je faisais quelque chose de bien et de significatif. Tout cela pendant qu'ils utilisaient ma générosité pour financer leur style de vie confortable et raconter à tout le monde que j'étais un échec. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une boule au ventre qui ne voulait pas disparaître. Sarah était déjà partie travailler, laissant un mot disant qu'elle m'aimait et que nous trouverions une solution ensemble. Mais j'avais besoin de comprendre jusqu'où allait cette trahison. J'ai décidé d'appeler mon oncle Robert, le frère de mon père. Robert avait toujours été le diseur de vérité de la famille, la seule personne qui n'enrobait rien. Si quelqu'un pouvait me donner des réponses franches sur la situation financière de mes parents, c'était bien lui. Tony, content de t'entendre, a dit Robert quand il a décroché. Comment ça va? Je vais bien, oncle Robert. En fait, j'appelais pour prendre des nouvelles de maman et papa. Est-ce qu'ils s'en sortent financièrement ces jours-ci? Robert a gloussé. Tu plaisantes? Ils s'en sortent mieux que jamais. Depuis que ta grand-mère Hélène leur a laissé ses 45 000 $. Ils vivent plutôt confortablement. Ton père me disait justement qu'il pensait réserver un de ses forfaits de croisière en Alaska. Tant mieux pour eux. Tu sais, après toutes ces années de difficultés, ils méritent d'en profiter. Le téléphone a glissé dans ma main. Grand-mère Hélène était décédée il y a 8 mois. 2 semaines après ses funérailles, mes parents m'avaient appelé en larmes, disant qu'ils étaient submergés par les frais funéraires et me demandant 2 000 $ pour les aider à se remettre sur pied. J'avais transféré l'argent immédiatement, sans poser de questions. L'héritage, ai-je réussi à dire, quand l'ont-ils reçu? Oh, c'est arrivé assez vite après le règlement du testament. Il y a peut-être 7 mois. Ton père l'a déposé tout de suite. Il m'a montré le relevé de compte parce qu'il était tellement excité. Malin de leur part de le mettre sur ce compte joint pour qu'ils y aient tous les 2 accès. Le compte joint, le même compte auquel je contribuais depuis 3 ans. Ils avaient déposé l'héritage de grand-mère sur le compte qui contenait mes paiements de soutien mensuels, mélangeant son argent avec le mien, puis avaient continué à accepter mes contributions tout en étant assis sur 45 000 $. Robert, ont-ils mentionné être stressés financièrement récemment? Genre, avoir besoin d'aide pour les factures ou quoi que ce soit. Stressé? Sûrement pas. Linda exhibait justement ses nouvelles boucles d'oreilles en diamant au mariage de ta cousine le mois dernier. Elle a dit qu'ils célébraient leur situation améliorée. Pourquoi tu demandes? J'ai inventé une excuse en disant que je voulais les aider s'ils en avaient besoin, et j'ai rapidement mis fin à l'appel. Puis j'ai immédiatement composé le numéro de ma tante Patricia, la sœur de ma mère. Patricia a répondu à la 2e sonnerie, semblant ravie de m'entendre. Tony, quelle bonne surprise. Ta mère me disait justement à quel point tu réussissais bien. Ah oui?
Oh, oui. Elle est très fière de ton succès. Elle dit que tu as vraiment appris à bien gérer l'argent et à vivre selon tes moyens. Elle se vante toujours de ton intelligence et de ton indépendance. C'était l'exact opposé de ce qu'elle racontait aux autres membres de la famille. Tante Patricia, a-t-elle mentionné quelque chose à propos de leur situation financière dernièrement? Tu veux dire à quel point ils s'en sortent bien? Elle est absolument rayonnante à propos de leur planification financière. La semaine dernière, elle a acheté ce magnifique sac à main à 700 $ et m'a dit que c'était parce qu'ils avaient enfin appris à budgétiser correctement. Elle se fait faire ses manucures chaque semaine maintenant et dit que c'est sa récompense pour être financièrement responsable. 700 $ pour un sac à main alors qu'elle me pleurait la misère. Des manucures hebdomadaires tout en prétendant qu'ils ne pouvaient pas payer leur prêt immobilier. A-t-elle dit quelque chose à mon sujet récemment, si je le rends à ses visites ou si je les aide? Le ton de Patricia a légèrement changé. Eh bien, maintenant que tu en parles, elle a dit quelque chose d'un peu préoccupant. Elle m'a dit que tu n'appelles plus et que tu ne leur rends plus visite, que tu es trop occupé par ta propre vie pour te soucier de la famille. Je lui ai dit que c'est comme ça avec les jeunes de nos jours, toujours concentrés sur leur carrière et leurs relations. Mais elle semblait vraiment blessée par ça. Voilà, le mensonge soigneusement élaboré pour me faire passer pour le mauvais aux yeux de la famille élargie. Tout en prenant mon argent chaque mois, ma mère disait à sa sœur que j'étais négligent et que je ne me souciais pas de la famille. Elle se positionnait comme la mère blessée et abandonnée tout en utilisant mon soutien financier pour acheter des articles de luxe. Patricia, quand elle dit que je ne les aide pas, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Oh, tu sais comment sont les parents. Ils veulent toujours plus d'attention de leurs enfants. Elle a mentionné que tu ne proposes jamais d'aider avec les dépenses ou quoi que ce soit de pratique comme ça. Mais honnêtement, Tony, je pense que c'est injuste de sa part. Tu construis ta propre vie. On ne devrait pas s'attendre à ce que tu soutiennes financièrement tes parents à ton âge. L'ironie était étouffante. Ma tante me défendait contre des accusations complètement fausses, sans savoir que je les avais soutenues abondamment tout en étant dépeint comme égoïste pour ne pas faire exactement ce que je faisais déjà. Après avoir raccroché avec Patricia, je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de mon immeuble de bureau, essayant de digérer ce que j'avais appris. Mes parents avaient hérité de 45 000 $ il y a 7 mois. Ils avaient caché cet héritage tout en continuant d'accepter mes paiements de soutien mensuels. Ils avaient utilisé mon argent et l'argent de grand-mère pour financer un style de vie fait de restaurants, de virées shopping et d'achats de luxe. Et pendant tout ce temps, ils avaient raconté des histoires différentes à différents membres de la famille sur ma personnalité et mon implication dans leur vie. Pour certains parents, j'étais irresponsable et n'aidais jamais. Pour d'autres, j'avais du succès mais j'étais négligent. Le fil conducteur était que j'étais toujours le problème, jamais la solution. J'ai appelé mon bureau et leur ai dit que j'avais besoin d'un jour de congé personnel. Puis j'ai conduit jusqu'à la bibliothèque municipale pour utiliser leurs ordinateurs et faire des recherches sur le testament de ma grand-mère. C'était un document public et je l'ai trouvé en moins d'1 heure. Grand-mère Hélène avait laissé à mes parents exactement 45 000 $, sans condition ni restriction. Elle avait aussi laissé 10 000 $ à Jessica et 10 000 $ à moi, mais je n'avais jamais reçu aucune notification concernant un héritage. J'ai appelé l'avocat chargé de la succession dont le nom figurait sur les documents. Monsieur Stevens, ici Tony Matthews. Je crois que ma grand-mère, Hélène Matthews, m'a laissé quelque chose dans son testament, mais je n'ai jamais reçu de papier à ce sujet. L'avocat m'a mis en attente pendant plusieurs minutes, puis est revenu avec une voix confuse. Monsieur Matthews, votre héritage a été versé il y a 7 mois. Le chèque a été envoyé à l'adresse que vos parents ont fournie pour vous. Quelle adresse ont-ils fournie? Il m'a donné l'adresse de mes parents. Ils avaient intercepté mon héritage de 10 000 $ et l'avaient gardé pour eux. Mais le vol légal était presque secondaire par rapport à la manipulation émotionnelle. Ils avaient utilisé la mort de grand-mère comme une opportunité pour m'extorquer plus d'argent, prétextant des frais funéraires et des difficultés financières tout en étant assis sur un héritage substantiel. Ils avaient volé ma part de cet héritage. Et ils avaient continué cette mascarade pendant 8 mois pendant que je leur envoyais de l'argent que je pouvais à peine me permettre, croyant que j'aidais des parents en deuil qui luttaient. Le niveau de préméditation était stupéfiant. Ce n'était pas seulement de l'égoïsme occasionnel ou un mauvais jugement. Ils avaient systématiquement prévu de m'escroquer tout en détruisant ma réputation et mes relations. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Sarah en train de préparer le déjeuner dans notre cuisine. Quand je lui ai raconté ce que j'avais découvert,
elle s'est assise lourdement sur une chaise de notre cuisine. Tony, il ne s'agit plus seulement d'argent. Ils essaient activement de t'isoler de ta famille en faisant croire à tout le monde que tu es une mauvaise personne, et ils te volent à plusieurs niveaux. Elle avait raison. C'était une guerre psychologique conçue pour me garder dépendant de leur approbation pendant qu'ils s'enrichissaient à mes dépens. Chaque dollar que je leur envoyais rendait leur vie plus confortable pendant qu'ils disaient à tout le monde que j'étais égoïste. Chaque réunion de famille où les parents me critiquaient était le résultat des mensonges que mes parents avaient répandus tout en encaissant mes chèques. Je finançais la destruction de ma propre réputation. Le jeudi de cette semaine-là, je n'arrivais à me concentrer sur rien au travail. Mon esprit revenait sans cesse à tous les mensonges, à tout l'argent, à tous les membres de la famille qui pensaient que j'étais une déception. J'ai décidé de passer chez mes parents à l'improviste, en espérant les surprendre dans un moment normal et peut-être avoir une vraie conversation sur ce qui se passait. Ce que j'ai trouvé dans leur allée m'a coupé le souffle. Un SUV Lexus argenté flambant neuf était garé à côté du camion de mon père, portant encore des plaques d'immatriculation temporaire. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai pu voir ma sœur Jessica assise à table avec nos parents. Ma mère ouvrait une bouteille de champagne pendant que mon père étalait une pile de papier devant Jessica. J'étais tombé en pleine célébration. Mon père m'a repéré par la fenêtre et son expression s'est immédiatement assombrie. Il est sorti en trombe, claquant la porte d'entrée derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais à rôder autour de notre maison comme un stalker ? » ?»« Tony, je suis venu pour vous parler, à toi et à maman. »« C'est à qui le Lexus ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Jessica est sortie de la maison, l'air coupable et sur la défensive. Elle a évité de croiser mon regard. « Tony, je peux expliquer. »« Expliquer quoi exactement ? » Ma mère nous a rejoints sur le porche, tenant toujours sa coupe de champagne. Jessica vient d'acheter sa première maison. Nous célébrons sa réussite. Quelque chose que tu pourrais comprendre si tu accomplissais un jour quelque chose de significatif. Elle a acheté une maison. J'ai regardé ma sœur, qui avait 28 ans et travaillait comme hygiéniste dentaire. Jess, c'est génial, mais comment as-tu pu te permettre une maison dans ce marché ? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Jessica a finalement parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Maman et papa m'ont aidé à économiser pour un acompte. Vous aidez comment ? Mon père s'est interposé entre nous. Ça ne te regarde pas, Tony. Ce que nous faisons pour Jessica, c'est entre nous et elle. Mais Jessica avait l'air sur le point d'être malade. Tony, ils m'ont donné 5 000 $ chaque mois depuis 2 ans pour m'aider à construire un avenir, et ils viennent de me donner 20 000 $ pour l'acompte. Le calcul m'a frappé comme un camion. 5 000 $ par mois pendant 2 ans, c'était 120 000 $, plus 20 000 $ pour l'acompte. Mes parents avaient donné 140 000 $ à Jessica tout en me prenant 24 000 $ sur la même période. Mais pire que la disparité financière, c'était ce que cela révélait sur leurs priorités et leur planification. Vous lui avez donné 5 000 $ par mois tout en me prenant 800 $. La voix de ma mère est devenue venimeuse. Jessica apprécie ce que nous faisons pour elle. Elle nous rend visite tous les week-ends, nous appelle tous les jours et nous traite avec respect. Toi, tu débarques ici en agissant comme si tu nous faisais une énorme faveur avec tes petits chèques mensuels. Petits chèques mensuels. Maman, je vous ai donné près de 30 000 $ en 3 ans. Gérald s'est approché de moi, le visage rouge de colère. Jessica achète une maison et fonde une famille. Toi, tu as 32 ans, tu loues encore un appartement et tu joues à la dinette avec une fille. Nous investissons dans l'enfant qui a un vrai avenir. La cruauté de ses paroles était à couper le souffle, mais Jessica avait l'air horrifiée. Papa, tu m'as dit que Tony s'en sortait bien financièrement et n'avait pas besoin d'aide. Tu as dit qu'il ne vous offrait jamais rien et qu'il ne pensait qu'à lui-même. Parce que c'est vrai, a sèchement répondu ma mère. Tony ne nous a jamais aidés volontairement. Nous devons lui demander chaque centime, et il agit comme si c'était un fardeau. Ce n'est pas vrai, a dit Jessica, sa voix se raffermissant. Maman, si Tony vous a donné 800 $ chaque mois pendant 3 ans, ça fait presque 30 000 $. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Jessica, n'ose pas prendre son parti contre nous, l'a interrompu Linda. Nous avons tout sacrifié pour vous, les enfants. Chaque décision que nous avons prise visait à vous donner des opportunités que nous n'avons jamais eues. Mais Jessica était en train de rassembler les pièces du puzzle. Vous m'avez dit que l'argent que vous me donniez venait de la retraite de papa et de vos économies.
Vous n'avez jamais dit que Tony contribuait aux finances de la famille. Parce qu'il ne contribuait pas assez pour que ça compte, a dit Gérald avec mépris. 800 $ par mois, ça ne va pas très loin de nos jours. Ça va assez loin pour acheter à maman un sac à main à 700 $, ai-je dit doucement. Le visage de Jessica est devenu blanc. Quoi? Un sac à main à 700 $. Linda a essayé de détourner la conversation. Ce n'est pas pertinent. Jessica, nous célébrons ta maison aujourd'hui. Ne laisse pas ton frère gâcher ce moment avec sa jalousie et son ressentiment. Mais Jessica regardait le Lexus dans l'allée, puis nos parents. À qui est cette voiture, en réalité? Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Gérald réponde enfin. Nous l'avons acheté pour toi comme cadeau de pendaison de crémaillère. Vous m'avez acheté une voiture à 60 000 $. Tu mérites de belles choses, ma chérie. Tu as travaillé dur et tu nous as montré du respect et de la reconnaissance. Jessica s'est tournée vers moi et j'ai pu voir la prise de conscience poindre dans ses yeux. Tony, combien leur as-tu donné exactement? 800 $ chaque mois pendant 3 ans, plus des extras pour les urgences. Le mois dernier, c'était 500 $ de plus pour leur prêt immobilier. Mais ils m'ont dit que leur prêt était remboursé depuis 2 ans. Les mensonges s'effilochaient plus vite que mes parents ne pouvaient les gérer. Jessica découvrait qu'elle avait participé sans le savoir à un système qui exploitait son frère tout en l'enrichissant. Chaque dollar qu'il lui donnait provenait en partie de l'argent qu'il m'avait culpabilisé de fournir. Jessica, ne l'écoute pas, a dit ma mère désespérément. Il essaie de te manipuler et de causer des problèmes dans notre famille. Mais Jessica nous regardait tous avec une nouvelle compréhension. Vous avez pris l'argent de Tony pour me le donner, et vous ne nous avez jamais dit à aucun de nous deux ce que vous faisiez. Nous aidions nos 2 enfants selon leurs besoins, a dit Gérald. Tony gagne bien sa vie et peut se permettre d'aider sa famille. Tu avais besoin d'aide pour démarrer dans la vie. Mais vous m'avez dit que Tony était égoïste et n'aidait jamais personne. Parce que le montant qu'il donne ne reflète pas ce qu'il pourrait se permettre de donner, a dit Linda, sa voix devenant plus stridente. Il gagne 70 000 $ par an et agit comme si 800 $ par mois était un énorme sacrifice. Jessica a fixé notre mère. 800 $ par mois, c'est presque 25% du salaire net de quelqu'un. Comment est-ce que ce n'est pas un sacrifice? J'ai ressenti une vague de gratitude envers ma sœur pour m'avoir défendu, mais aussi de la tristesse qu'elle découvre à quel point nos parents étaient manipulateurs. Gérald a tenté de reprendre le contrôle de la conversation. Vous passez tous les deux à côté de l'essentiel. La famille s'entraide. Tony nous aide. Nous aidons Jessica. Et tout le monde en profite. Ce n'est pas compliqué. Sauf que Tony n'en profite pas, a souligné Jessica. Et il ne savait pas qu'il finançait indirectement ma maison et ma voiture. Parce qu'il en aurait fait toute une histoire personnelle, a dit Linda. Tout tourne toujours autour de Tony et de ses sentiments blessés. La projection était stupéfiante. Ils avaient fait de chaque interaction familiale une occasion de récompenser Jessica et de me punir, mais c'était moi qui ramenais tout à moi. Jessica a regardé les papiers de la maison dans ses mains, puis le Lexus, puis moi. Je ne peux pas accepter ça en sachant d'où vient vraiment l'argent. Jessica Marie, tu ne vas pas nous manquer de respect comme ça, a prévenu ma mère. Nous sommes tes parents et nous savons ce qui est le mieux pour cette famille. Mais Jessica en avait fini d'être manipulée. Ce qui serait le mieux pour cette famille, ce serait l'honnêteté. Tony, je n'avais aucune idée que tu les soutenais. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté leur argent. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que mes parents avaient créé un système où ils pouvaient m'exploiter financièrement tout en récompensant Jessica pour être la bonne enfant. Ils nous avaient tous les deux tenus dans l'ignorance de leur situation financière complète, s'assurant qu'aucun de nous ne puisse prendre de décisions éclairées sur la dynamique familiale. Mais la réaction de Jessica m'a donné de l'espoir. Contrairement à nos parents, elle était capable de reconnaître l'injustice et de choisir l'intégrité plutôt que son avantage personnel. Il était temps de cesser complètement de financer ce système corrompu. Ce week-end-là, j'ai décidé que je devais comprendre toute l'étendue des dommages que mes parents avaient causés à ma réputation. Si je devais affronter cette situation complètement, je devais connaître chaque mensonge qu'ils avaient raconté et chaque relation qu'ils avaient empoisonnée. J'ai commencé par Amanda, mon ex-petite amie d'il y a 2 ans. Nous étions ensemble depuis 18 mois quand elle a soudainement rompu avec moi, invoquant des inquiétudes quant à ma fiabilité et des problèmes familiaux. La rupture m'avait dévasté car elle semblait sortie de nulle part.
Nous parlions d'emménager ensemble quand elle a brusquement mis fin à notre relation. J'ai appelé Amanda et lui ai demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café. Elle a accepté, bien qu'elle ait semblé surprise de m'entendre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville où nous avions l'habitude d'aller quand nous sortions ensemble. Amanda avait l'air bien, mais nerveuse. Après quelques banalités maladroites, je suis allé droit au but. Amanda, je dois te poser une question. Quand tu as rompu avec moi, tu as mentionné des inquiétudes concernant ma situation familiale et ma fiabilité. Je n'ai jamais compris ce que tu voulais dire, et ça me tracasse depuis. Elle s'est tortillée sur son siège. Tony, c'était il y a 2 ans. Pourquoi remuer ça maintenant? Parce que j'ai récemment découvert que ma situation familiale est très différente de ce que je pensais, et je me demande si cela a affecté notre relation. Amanda a fixé sa tasse de café pendant un long moment avant de parler. Ta mère m'a appelé environ un mois avant que je ne rompe avec toi. Mon estomac s'est noué. Elle t'a appelé. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi et qu'elle voulait parler à quelqu'un qui se souciait de ton bien-être. Elle m'a dit que tu avais emprunté de l'argent à tes parents à plusieurs reprises et que tu refusais de le rembourser. Elle a dit que tu avais des problèmes de colère que tu me cachais et qu'elle craignait que tu ne m'entraînes financièrement si notre relation devenait plus sérieuse. La trahison était à couper le souffle. Elle t'a dit que j'empruntais de l'argent et que je ne le remboursais pas, elle a dit que tu leur avais demandé de l'aide pour ton loyer plusieurs fois et que tu te mettais en colère quand ils suggéraient que tu devrais mieux budgétiser. Elle m'a dit qu'elle pensait que tu avais peut-être un problème de jeu parce que tu semblais toujours avoir besoin d'argent mais que tu n'avais jamais rien à montrer. Rien de tout cela n'était vrai. Je n'avais jamais emprunté d'argent à mes parents. Je leur avais donné de l'argent chaque mois tout en payant mon propre loyer à temps. Mais ma mère avait complètement tordu la réalité, me dépeignant comme financièrement irresponsable et émotionnellement instable. Amanda, ne t'est-il jamais venu à l'esprit qu'elle pouvait mentir? Pourquoi une mère mentirait-elle sur son propre fils? Les parents connaissent leurs enfants mieux que quiconque. Je me suis dit que si elle était assez inquiète pour m'appeler, il devait y avoir une part de vérité. La manipulation était sophistiquée. Ma mère s'était positionnée comme la parente inquiète essayant de protéger ma petite amie de mes prétendus problèmes. Amanda l'avait cru parce que la société nous enseigne que les mères sont intrinsèquement protectrices et honnêtes à propos de leurs enfants. Elle m'a aussi dit que tu avais des problèmes de gestion de la colère. Quel genre de problème de gestion de la colère? Elle a dit que tu explosais lors des réunions de famille et que tu faisais des scènes. Elle a dit que tu avais jeté des objets lors de disputes et qu'elle avait peur que tu ne deviennes violent dans tes relations quand tu serais stressé par l'argent. J'étais abasourdi. Je n'avais jamais rien jeté ni haussé la voix lors des réunions de famille. Au contraire, j'étais trop passif lors des conflits familiaux, essayant toujours de maintenir la paix. L'as-tu cru? Amanda avait l'air honteuse. Ça a semé le doute. Puis j'ai commencé à remarquer des choses qui semblaient confirmer ce qu'elle disait, comme la façon dont tu devenais silencieux quand nous parlions d'argent ou comment tu semblais tendu après avoir rendu visite à ta famille. J'ai interprété ton comportement à travers le prisme de ce qu'elle m'avait dit. Mon introversion naturelle et le stress d'être financièrement manipulé avaient été recadrés comme des preuves de problèmes de colère et d'instabilité. Ma mère avait empoisonné la perception qu'Amanda avait de moi. Puis mes réactions normales à ce stress semblaient confirmer ces mensonges. Je me sens coupable de la rupture depuis. Amanda a poursuivi, tu n'as jamais rien fait de mal dans notre relation. Tu as toujours été gentil et respectueux avec moi. Mais son appel m'a fait tout remettre en question. Après avoir quitté Amanda, j'ai décidé d'enquêter davantage. Je suis allé dans mon quartier et j'ai trouvé mon voisin Karl qui travaillait dans son jardin. Karl, puis-je te demander quelque chose? Est-ce que mes parents ont déjà dit quelque chose sur moi à toi ou à d'autres voisins? Karl a arrêté de tailler ses rosiers et a eu l'air mal à l'aise. Tony, je n'aime pas me mêler des affaires de famille. S'il te plaît, c'est important. Il a soupiré et a posé son sécateur. Ton père a mentionné il y a quelques mois qu'il s'inquiétait de ton travail. Il a dit que tu étais impliqué dans quelque chose qui te rapportait assez d'argent pour les aider, mais il n'était pas sûr que ce soit complètement légitime. Il a dit que mon travail n'était pas légitime. Il ne l'a pas dit clairement, mais il a laissé entendre que tu pourrais être impliqué dans quelque chose de louche. Il a dit, les jeunes n'ont généralement pas assez d'argent pour soutenir leurs parents à moins qu'il n'y ait quelque chose de douteux. Mon travail de chef de projet pour une entreprise de construction était parfaitement légitime et bien documenté.
Mais mon père avait jeté le doute sur ma personne en suggérant que ma capacité à les aider financièrement était suspecte. A-t-il dit autre chose? Ta mère a mentionné à ma femme qu'il s'inquiétait de tes problèmes de colère. Elle a dit que tu avais du mal à contrôler ton tempérament, et c'est pour ça que tu ne venais pas très souvent. Les mêmes mensonges qu'ils avaient racontés à Amanda étaient répandus dans tout notre quartier. Ils détruisaient systématiquement ma réputation tout en profitant de mon soutien. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai contacté mon ancien patron, Marcus, qui avait récemment quitté l'entreprise de construction pour un nouveau poste. Je lui ai demandé de me retrouver pour un verre après le travail. Marcus, je dois te poser une question confidentielle. Est-ce que mes parents t'ont déjà contacté à mon sujet pendant que tu étais mon superviseur? Son expression est immédiatement devenue sérieuse. Comment as-tu su pour ça? Ils t'ont contacté. Marcus a commandé une autre bière avant de répondre. Il y a environ 2 ans, ta mère a appelé le bureau. Elle a dit qu'elle était une mère inquiète qui voulait s'assurer que nous étions au courant de certains problèmes personnels que tu avais. Quel genre de problème? Elle a dit que tu avais des problèmes de toxicomanie et de gestion de la colère. Elle m'a dit qu'elle craignait que ces problèmes n'affectent tes performances au travail et voulait que nous gardions un œil sur toi. Ma progression de carrière avait été sabotée par ma propre mère. L'as-tu cru? Je ne savais pas quoi croire. Tu avais toujours été un employé fiable, mais l'appel m'a rendu plus prudent quant à te donner des responsabilités supplémentaires. Cela a probablement retardé ta promotion d'au moins 6 mois pendant que j'attendais de voir si des problèmes apparaîtraient. 6 mois de promotion retardée signifiaient des milliers de dollars de revenus perdus. Tout ça parce que ma mère avait décidé d'interférer dans ma vie professionnelle. Elle a aussi dit qu'elle s'inquiétait que tu puisses avoir des problèmes financiers parce que tu leur demandais toujours de l'argent. L'ironie était étouffante. Elle avait nui à mes perspectives de carrière en prétendant que j'avais des problèmes financiers alors que la réalité était que je les soutenais financièrement pendant qu'ils répandaient des mensonges sur ma personne. Marcus, dans les 2 ans qui ont suivi cet appel, as-tu déjà vu des preuves de toxicomanie ou de problèmes de colère? Non. Au contraire, tu semblais plus concentré et dévoué qu'avant. C'est pourquoi je t'ai finalement recommandé pour la promotion malgré mes inquiétudes initiales. Mes parents avaient failli détruire ma progression de carrière avec leurs mensonges, et seule ma performance réelle au travail avait surmonté les dommages qu'ils avaient causés. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé toute l'ampleur de leur campagne contre moi. Ils avaient systématiquement ciblé mes relations amoureuses, ma réputation dans le quartier et mes perspectives de carrière tout en prenant mon argent chaque mois. Ils ne se contentaient pas de m'exploiter financièrement. Ils sabotaient activement ma vie tout en profitant de mon succès. Mais la prise de conscience la plus glaçante fut de voir à quel point tout cela était calculé. Ce n'étaient pas des mensonges aléatoires dits dans des moments de colère. Ils avaient conçu des histoires spécifiques pour nuire à différents aspects de ma vie tout en s'assurant que je resterais isolé et dépendant de leur approbation. Chaque dollar que je leur donnais finançait leur style de vie confortable pendant qu'ils s'efforçaient de s'assurer que je n'aurais nulle part où me tourner lorsque leur manipulation deviendrait finalement insupportable. Ils me voulaient financièrement et émotionnellement dépendant d'eux pour pouvoir continuer leur exploitation indéfiniment. Mais j'en avais fini d'être leur victime. Lundi matin, j'ai appelé pour me dire malade au travail et j'ai passé la journée à documenter tout ce que j'avais découvert. J'ai fait une chronologie détaillée de chaque transaction financière, de chaque mensonge que mes parents avaient raconté et de chaque relation qu'ils avaient endommagée. J'ai imprimé des relevés bancaires, pris des captures d'écran de leurs publications sur les réseaux sociaux montrant des achats de luxe, et noté les citations exactes de mes conversations avec Amanda, Marcus et les membres de la famille. Puis j'ai appelé mon ami David, qui travaillait comme assistant juridique dans un petit cabinet d'avocats du centre-ville. David et moi nous connaissions depuis l'université et je lui faisais entièrement confiance. Dave, j'ai besoin de conseils juridiques sur une situation familiale. Peux-tu m'aider? Nous nous sommes retrouvés à son bureau ce soir-là, après ses heures de travail. Quand je lui ai expliqué la situation et lui ai montré ma documentation, son expression est devenue de plus en plus sérieuse. Tony, ce n'est pas juste un drame familial. Tes parents ont peut-être commis plusieurs crimes ici. Il a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à prendre des notes. Premièrement, ils ont intercepté ton chèque d'héritage et ont gardé l'argent. C'est de la fraude postale et du vol. Deuxièmement, s'ils ont menti sur leur déclaration de revenus en te déclarant comme personne à charge tout en recevant tes paiements de soutien, c'est de la fraude fiscale. Troisièmement, la diffamation envers ton employeur pourrait constituer une ingérence intentionnelle dans les relations d'affaires.
Que puis-je faire? Tu as des options. Mais avant de discuter d'une action en justice, laisse-moi faire une recherche dans les registres publics pour voir ce que nous pouvons trouver d'autre. David a accédé à plusieurs bases de données via le compte de son cabinet d'avocat. En moins d'une heure, il avait découvert des informations qui m'ont glacé le sang. Tony, tes parents ont déposé un nouveau testament il y a 6 mois. Veux-tu savoir ce qu'il dit? J'ai hoché la tête, bien que je soupçonnais déjà ce qu'il allait me dire. Ils t'ont complètement retiré comme bénéficiaire et ont tout laissé à Jessica. Cela inclut leur maison, leur police d'assurance vie et tous leurs comptes financiers. La dernière pièce de leur plan s'est mise en place. Ils m'avaient systématiquement soutiré de l'argent tout en positionnant Jessica comme leur unique héritière. Chaque dollar que je contribuais à leur style de vie augmentait la valeur des actifs qui ne profiteraient qu'à ma sœur. Il y a plus, a poursuivi David. Ils te déclarent comme personne à charge sur leur déclaration de revenus depuis 3 ans tout en recevant tes paiements de soutien. Comment est-ce possible? Ils prétendent que tu vis avec eux et qu'ils fournissent plus de la moitié de ton soutien. Mais comme tu leur as donné de l'argent, ils font essentiellement coup double. Ils reçoivent de l'argent de toi, puis te déclarent comme déduction fiscale pour réduire ce qu'ils doivent au gouvernement. La fraude était plus étendue que je ne l'avais imaginé. Ils avaient créé un système où ils profitaient de mon soutien de multiples façons tout en s'assurant que je ne recevrais rien en retour. Dave, que me recommanderais-tu? Il s'est adossé à son fauteuil et a étudié ma documentation. Tu pourrais porter plainte au pénal pour fraude postale, fraude fiscale et vol. Tu pourrais les poursuivre en justice pour diffamation. Tu pourrais signaler leur fraude fiscale à l'IRS. Mais honnêtement, poursuivre toutes ces options serait coûteux et prendrait du temps, et tu pourrais ne pas récupérer beaucoup d'argent. Alors que dois-je faire? Coupe-leur leur source de financement et laisse les conséquences naturelles faire le reste. David m'a aidé à comprendre que la réponse la plus efficace était de couper leur soutien financier et d'exposer leurs mensonges aux membres de la famille qu'ils avaient manipulés. Sans mes paiements mensuels, ils seraient confrontés à une pression financière immédiate. Et sans leur récit mensonger soigneusement construit, ils perdraient leur protection sociale. Le compte joint est la clé, a expliqué David. C'est toi qui l'as ouvert, tu es le titulaire principal du compte, et tu as été la principale source de dépôt. Tu as tout à fait le droit de le fermer et de retirer tes contributions. Ce soir-là, je suis allé en ligne et j'ai examiné le compte une dernière fois. Le solde actuel était de 47 000 $, y compris l'argent de l'héritage de ma grand-mère qu'ils y avaient caché. J'ai calculé qu'environ 25 000 $ provenaient de mes contributions directes sur 3 ans, et le reste de l'héritage de grand-mère qui aurait dû être distribué à Jessica et à moi. J'ai transféré l'intégralité du solde sur un nouveau compte à mon seul nom, puis j'ai fermé le compte joint. Mais je n'avais pas terminé. J'ai passé les 2 jours suivants à rédiger une lettre détaillée expliquant tout ce que j'avais découvert. J'ai inclus des copies de relevés bancaires montrant mes contributions, des captures d'écran de leurs achats de luxe et des citations de membres de la famille sur les mensonges que mes parents avaient racontés. La lettre était respectueuse mais absolument exhaustive. J'ai exposé 3 ans de preuves documentées et j'ai terminé par une simple conclusion. Je ne soutiendrai plus des personnes qui utilisent ma générosité pour financer leur style de vie tout en détruisant ma personnalité et mes relations. J'ai envoyé des copies de cette lettre à l'oncle Robert, à la tante Patricia, à ma cousine Beth, à mes autres cousins, aux membres de la famille élargie et à plusieurs de nos amis de la famille. J'ai également envoyé des copies à Carl et à d'autres voisins qui avaient entendu les mensonges de mes parents à mon sujet. Mais j'ai gardé la copie la plus importante pour Jessica. Je la lui ai remise en main propre dans son appartement avec une note séparée expliquant que rien de tout cela n'était de sa faute, que je ne lui reprochais pas d'avoir accepté le soutien de nos parents, et que j'espérais que nous pourrions reconstruire notre relation fraternelle basée sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. La lettre incluait une dernière révélation que j'avais découverte grâce aux recherches de David. Nos parents avaient souscrit une police d'assurance vie il y a 2 ans avec Jessica comme unique bénéficiaire. Les primes étaient payées par prélèvement automatique sur le compte joint, ce qui signifiait que mes contributions mensuelles avaient financé une police qui ne profiterait qu'à ma sœur. J'avais payé sans le savoir pour ma propre exclusion de leur héritage. Mais en envoyant le dernier email contenant ma lettre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Je ne finançais plus ma propre maltraitance. Dès le mardi matin, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. L'oncle Robert a appelé en premier, la voix pleine de colère et d'incrédulité. « Tony, je viens de lire ta lettre. Est-ce que tout cela est vrai?
Chaque mot, oncle Robert. J'ai des documents pour tout. Bon sang. Je n'arrive pas à croire que Gérald m'ait menti sur l'héritage d'Hélène et que Linda ait dit à Patricia que tu étais négligent alors que tu leur envoyais 800 $ par mois. C'est de la folie. En quelques heures, le réseau de mensonges soigneusement tissé par mes parents a commencé à s'effondrer. Tante Patricia a appelé ma mère, exigeant des explications sur les contradictions entre ses affirmations de pauvreté et sa richesse évidente. Karl a organisé une réunion de quartier impromptue où plusieurs familles ont partagé des histoires sur les mensonges de mes parents à mon sujet. Le coup le plus dévastateur est venu lorsque Jessica a appelé nos parents et leur a dit qu'elle rendait la compte de 20 000 $ pour sa maison. Je ne peux pas vivre dans une maison qui a été achetée avec l'argent que Tony vous a envoyé pour vous aider, leur a-t-elle dit. Et je rends la voiture. Je ne ferai plus partie de ça. La réponse de ma mère, selon Jessica, fut une fureur pure. Petite ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vas prendre le parti de ton frère jaloux et manipulateur. Mais Jessica est restée ferme. Elle avait vu trop de preuves pour nier la réalité. Le mercredi, les conséquences financières ont durement frappé mes parents. Sans mes 800 $ mensuels, ils ne pouvaient pas payer leur prêt immobilier. Leurs cartes de crédit, sur lesquelles ils payaient les soldes minimums avec mon argent, ont commencé à accumuler des frais d'intérêt qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les conséquences sociales furent encore plus graves. Les membres de la famille qui m'avaient critiqué pendant des années comprenaient maintenant qu'ils avaient été manipulés. Plusieurs voisins se sont excusés d'avoir cru aux fausses rumeurs sur ma personne. Mais au lieu d'accepter leurs responsabilités, mes parents ont redoublé d'efforts dans leur discours de victimisation. Jeudi après-midi, mon père s'est présenté à mon lieu de travail, créant une scène dans le hall qui a nécessité l'intervention de la sécurité. Il criait à propos d'enfants ingrats et exigeait que j'arrête ce caprice d'enfants et que je leur redonne accès à leur argent. Cet argent nous appartient, a-t-il hurlé alors que la sécurité l'escortait vers la sortie. Tu ne peux pas voler ta propre famille et t'en tirer comme ça. L'ironie était à couper le souffle. Il m'accusait de vol alors qu'il se tenait dans le hall de l'emploi qu'il avait failli saboter avec ses mensonges à mon patron. Vendredi a apporté l'escalade la plus désespérée à ce jour. Ma mère a appelé tous les membres de la famille qu'elle pouvait joindre, tentant de limiter les dégâts en affirmant que j'avais développé une dépendance au jeu et que j'avais volé leurs économies de retraite. Mais son histoire s'est immédiatement effondrée car trop de gens avaient déjà vu ma lettre avec sa documentation détaillée. Quand les mensonges n'ont pas fonctionné, mes parents ont engagé un avocat spécialisé en droit des aînés. Ils ont déposé une plainte alléguant que j'avais commis de la maltraitance envers des personnes âgées en coupant le soutien financier dont ils étaient devenus dépendants. Leur avocat a fait valoir que, comme j'avais établi un schéma de soutien régulier, le retirer soudainement constituait un abandon et un abus financier. Ils ont prétendu que je me vengeais de parents âgés qui avaient simplement essayé d'aider leurs 2 enfants selon leurs différents besoins. Mais leur stratégie juridique s'est retournée contre eux de manière spectaculaire lorsque mon avocat, David, a demandé la communication de leurs dossiers financiers. Les documents judiciaires ont révélé toute l'étendue de leur tromperie. L'argent de l'héritage caché, leurs achats de luxe, leur fraude fiscale et leurs mensonges systématiques aux membres de la famille. Le journal local a repris l'histoire lorsque l'esclandre de mon père sur mon lieu de travail a été capturé par les caméras de sécurité. Le titre était « Un homme de la région dénonce la maltraitance des aînés après que son fils a découvert une tromperie financière ». L'article détaillait comment j'avais soutenu des parents secrètement riches pendant qu'ils répandaient des mensonges sur ma personne. La réaction de la communauté a été massivement favorable à ma position. Les commentaires sur le site web du journal me félicitaient d'avoir tenu tête à des membres de ma famille manipulateurs et d'avoir établi des limites saines. Mais la conséquence la plus satisfaisante est venue lorsque leur société de prêt hypothécaire a découvert la procédure judiciaire et a commencé à enquêter sur leur demande de modification de prêt d'il y a 2 ans. Ils avaient invoqué des difficultés financières et minimisé leurs actifs pour obtenir des conditions favorables, mais les documents judiciaires ont révélé qu'ils cachaient des actifs et des sources de revenus substantielles. La société de prêt a lancé sa propre enquête pour fraude, ce qui pourrait entraîner l'exigibilité de la totalité du solde de leur prêt. Jessica s'est retrouvée dans une position impossible. Nos parents lui ont demandé de choisir son camp, la menaçant de couper toute relation avec elle si elle continuait à me soutenir. Mais Jessica avait vu trop de preuves pour prétendre que leur comportement était acceptable. « Je ne peux pas ne pas voir ce qu'ils t'ont fait », m'a-t-elle dit au cours d'un dîner. Et je ne peux pas prétendre que prendre leur argent en sachant d'où il vient serait éthique.
Elle a pris la difficile décision de se distancer de la stratégie juridique de nos parents et de rendre tout l'argent qu'ils lui avaient donné. Ce choix lui a coûté le soutien mensuel et la compte de la maison, mais il lui a permis de reconstruire sa relation avec moi sur la base de l'honnêteté et du respect mutuel. L'isolement de nos parents est devenu complet lorsque leur avocat s'est retiré du dossier. David avait fourni des preuves accablantes que ses clients avaient commis une fraude, rendant leurs allégations de victimisation juridiquement impossibles à défendre. Faisant face à d'éventuelles accusations criminelles pour fraude fiscale et vol de courrier, mes parents ont finalement demandé une médiation par l'intermédiaire du bureau de David. Ils voulaient négocier une résolution avant que leurs problèmes juridiques ne deviennent encore plus graves. Après des mois de mensonges, de manipulations et de tentatives d'intimidation juridique, ils étaient enfin prêts à faire face aux conséquences de leurs actes. Mais je n'étais plus intéressé par des solutions rapides ou une responsabilité partielle. Si nous devions résoudre cette situation, ce serait à des conditions qui garantiraient qu'ils ne pourraient plus jamais m'exploiter, ni qui que ce soit d'autre dans notre famille. La séance de médiation a eu lieu dans la salle de conférence de David par un froid matin de décembre. Mes parents sont arrivés l'air plus vieux et plus défaits que je ne les avais jamais vus. Leurs vêtements chers et leur attitude confiante avaient été remplacés par des tenues bon marché et une énergie nerveuse. Pour la première fois depuis des années, ils faisaient face à des conséquences qu'ils ne pouvaient ni manipuler ni fuir. David s'était préparé minutieusement. Il a présenté une chronologie de leur fraude, des documents sur leurs mensonges aux membres de la famille, des preuves de leurs courriers interceptés, et des calculs montrant qu'ils me devaient environ 35 000 $ en paiement de soutien et en argent d'héritage volé. Mais plus important encore, il avait contacté l'IRS au sujet de leur déclaration de revenus frauduleuses et l'inspecteur des postes au sujet de leur fraude postale. Des accusations criminelles étaient possibles à moins qu'ils n'acceptent de restituer intégralement les sommes et de reconnaître leurs responsabilités. Face à une éventuelle poursuite, mes parents se sont finalement effondrés. Ma mère a parlé la première, la voix tremblante de larmes. « Tony, je sais que ce que nous avons fait était mal, mais tu dois comprendre. Nous étions terrifiés à l'idée de vieillir et de ne pas avoir assez d'argent. Quand tu as commencé à nous aider, c'était comme un filet de sécurité. Puis c'est devenu normal et nous avons commencé à en dépendre. Mais pourquoi mentir à tout le monde à mon sujet ? » Sa réponse a révélé la profondeur de leur manipulation psychologique. Parce que si tout le monde pensait que tu étais généreux et responsable, ils s'attendraient à ce que nous soyons reconnaissants et heureux tout le temps. Mais nous nous sentions coupables de prendre ton argent. Alors nous nous sommes convaincus, ainsi que tout le monde, que tu n'en faisais pas assez. Cela nous faisait nous sentir moins coupables d'accepter ton aide. La confession de Gérald était plus calculée mais tout aussi révélatrice. Nous avons favorisé Jessica parce qu'elle semblait avoir besoin de plus d'aide. Tu as toujours été indépendant et tu as réussi, ce qui nous faisait nous sentir comme des parents ratés. Soutenir Jessica nous faisait nous sentir importants et nécessaires d'une manière que nous n'avons jamais ressentie avec toi. La logique tordue était stupéfiante. Mon succès et mon indépendance les avaient fait se sentir inadéquats, alors ils me punissaient pour avoir réussi tout en récompensant Jessica pour avoir besoin d'eux. Ils avaient créé un système où ma force était traitée comme un défaut de caractère tandis que la dépendance était récompensée. Mais comprendre leur motivation n'excusait pas leurs actions. David a exposé les conditions de la résolution. Ils s'excuseraient publiquement auprès de chaque membre de la famille et voisins à qui ils avaient menti, consulteraient un conseiller financier pour gérer leurs ressources légitimes, et n'auraient aucun contact avec moi pendant 2 ans pendant qu'ils travailleraient sur eux-mêmes. En échange, je ne porterai pas plainte au pénal et je les aiderai à éviter les poursuites en fournissant des documents de restitution aux autorités. Mais j'ai ajouté une condition supplémentaire qui a surpris tout le monde dans la pièce. Je veux créer un petit fonds d'urgence pour eux, mais accessible uniquement par l'intermédiaire d'un conseiller financier qui peut vérifier les urgences légitimes. David avait l'air confus. « Tony, pourquoi voudrais-tu les aider après tout ce qu'ils ont fait ? Parce que les couper complètement me rendrait aussi manipulateur qu'eux. La différence entre le soutien et la complaisance, c'est la structure et la responsabilité. J'ai utilisé 15 000 $ du compte joint, qui leur appartenait légalement mais qui représentait moralement mes contributions, pour créer un fonds d'urgence supervisé. Ils ne pouvaient y accéder que pour de véritables urgences médicales ou une crise de logement, et seulement avec la vérification d'un conseiller financier agréé. Cet arrangement les protégeait de véritables catastrophes tout en les empêchant d'utiliser la manipulation émotionnelle pour obtenir de l'argent pour des luxes ou de mauvaises décisions financières. La résolution plus large a eu des effets profonds sur toute la dynamique de notre famille.
Jessica a utilisé cette expérience comme motivation pour devenir complètement indépendante financièrement, créant sa propre entreprise et bâtissant une véritable richesse par le travail acharné plutôt que par le soutien parental. Oncle Robert et tante Patricia se sont beaucoup plus impliqués pour tenir les membres de la famille responsables de leurs actes, mettant fin à la culture de la complaisance envers les mauvais comportements au nom de la paix familiale. Plus important encore, la vérité sur ma personne et mes contributions est devenue largement connue dans toute notre famille élargie et notre communauté. Les parents qui m'avaient critiqué pendant des années ont compris qu'ils avaient été manipulés pour croire à des mensonges. 6 mois plus tard, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Ma relation avec Sarah s'est approfondie car elle avait été témoin de ma force à établir des limites avec des membres toxiques de ma famille. Elle a dit, me voir choisir le respect de soi plutôt que l'approbation familiale lui avait montré ce qu'était la véritable intégrité. Amanda m'a contacté pour s'excuser et exprimer son admiration pour la façon dont j'avais géré la situation. Bien que nous n'ayons pas repris notre relation amoureuse, nous avons reconstruit une véritable amitié basée sur l'honnêteté quant à la façon dont mes parents avaient manipulé ses perceptions. Mes perspectives de carrière se sont considérablement améliorées lorsque la vérité sur ma personne a été connue. Marcus, mon ancien patron, m'a recommandé pour un poste de direction dans une grande société de développement, citant mon intégrité sous pression comme une qualification clé. Mais le changement le plus significatif a été dans ma relation avec Jessica. Pour la première fois de notre vie, nous avions un lien fraternel basé sur le respect mutuel et l'honnêteté plutôt que sur la compétition pour l'approbation parentale. Nous avons établi de nouvelles traditions familiales qui n'incluaient pas nos parents, créant la dynamique familiale aimante que nous n'avions jamais eue en grandissant. Jessica m'a dit plus tard que me voir me défendre l'avait inspirée à examiner d'autres relations dans sa vie où elle acceptait un mauvais traitement pour éviter les conflits. L'expérience m'a enseigné de profondes leçons sur l'amour, le respect et les limites saines. J'avais passé des années à croire que l'amour exigeait l'acceptation de n'importe quel comportement, que soutenir sa famille signifiait encourager leurs pires impulsions, et que la loyauté exigeait le silence face à l'abus. Mais le véritable amour signifie parfois laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix plutôt que de les sauver de leur propre comportement. Le vrai soutien familial signifie aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pas à financer leur dysfonctionnement. Plus important encore, j'ai appris que se protéger de l'exploitation n'est ni égoïste ni cruel. C'est nécessaire pour construire des relations authentiques qui honorent la dignité et la valeur de chacun. 2 ans plus tard, mes parents ont terminé leur consultation financière et m'ont envoyé une lettre demandant de reprendre contact. La lettre était différente de tout ce qu'ils m'avaient jamais écrit auparavant. Elle contenait une véritable reconnaissance de leurs actes, des aveux spécifiques sur la façon dont ils m'avaient blessé, moi et d'autres, et des plans réalistes pour construire des relations plus saines à l'avenir. Nous avons commencé par des appels téléphoniques mensuels, puis des dîners de famille occasionnels, toujours avec des limites claires sur le comportement respectueux et la communication honnête. La relation que nous avons construite était plus modeste, mais infiniment plus authentique que ce que nous avions auparavant. Au cours d'un de ces dîners, ma mère a dit quelque chose qui a bouclé la boucle de notre guérison. Tony, j'ai passé tellement d'années à ressentir du ressentiment pour ton indépendance que j'ai oublié d'être fier de l'homme que tu es devenu. Je suis désolé qu'il ait fallu te perdre complètement pour que je comprenne ce que j'avais. Le test final de notre nouvelle relation est venu lorsque j'ai préparé un gâteau d'anniversaire pour ses 70 ans. Quand je suis arrivé chez eux avec le gâteau au chocolat fait maison, mon père s'est levé de son fauteuil et a dit « Merci, mon fils. Ça signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. » Cette fois, ma mère a accepté le gâteau avec une gratitude sincère, l'a placé soigneusement sur le comptoir de la cuisine, et m'a donné le premier câlin sincère que j'avais reçu d'elle depuis des décennies. En réfléchissant à ce parcours, je comprends que la chose la plus aimante que j'ai faite pour toutes les personnes impliquées a été d'arrêter de cautionner un comportement destructeur et de commencer à modeler des relations saines. Mes parents avaient besoin de faire face aux conséquences pour apprendre et grandir. Jessica avait besoin de voir à quoi ressemblait l'intégrité sous pression. Et j'avais besoin d'apprendre que ma valeur en tant que personne n'était pas déterminée par la quantité d'abus que j'étais prêt à accepter. La leçon de vie qui a émergé de cette expérience douloureuse m'apporte la paix. On ne peut pas gagner l'amour par des paiements ni obtenir le respect par l'endurance. Des relations saines nécessitent une attention mutuelle, une communication honnête et le respect des limites. Lorsque ces éléments sont absents, la réponse la plus aimante est de protéger sa propre dignité tout en permettant aux autres de choisir s'ils veulent faire le travail nécessaire pour construire quelque chose d'authentique. Établir des limites n'est pas une punition, c'est une protection. Et parfois,
Se protéger est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à tous ceux qui nous entourent. Je veux vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé à soutenir quelqu'un qui tenait votre aide pour acquise tout en vous traitant mal? Comment avez-vous géré cette situation? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, merci de lui donner un j'aime et de vous abonner pour plus d'expériences de la vie réelle sur l'établissement de limites et la construction de relations plus saines. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message sur la différence entre l'amour et la complaisance, merci de partager cette vidéo avec eux. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous aidera à reconnaître votre propre valeur et à construire les relations respectueuses que vous méritez.